Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être sur le Salon du mariage à Villefranche avec Maître Louis Chéret qui est ici pour nous expliquer la présence des notaires à ce salon. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors pourquoi est-ce que vous êtes présent aujourd'hui ? On est présent parce qu'on estime que c'est légitime qu'on accompagne tous les clients, tous les gens qui veulent se marier et qui peuvent avoir des questions sur l'intérêt de faire un contrat de mariage, quelles sont les règles qui s'appliquent si on ne fait pas de contrat de mariage, et puis pour essayer d'anticiper leur vie future. Ils sont là aujourd'hui pour anticiper à l'horizon 1 an, 2 ans pour préparer leur mariage. On est là, nous, pour les accompagner pour toute leur vie. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il est important de se renseigner auprès de son notaire avant de se marier ? Il est important de le faire avant de se marier puisque à partir du moment où on se marie, automatiquement naît le régime matrimonial qui va lier les deux époux. Et donc, si on le fait en anticipation, on peut choisir, on a un choix. Est-ce qu'on fait un contrat de mariage, est-ce qu'on n'en fait pas? Et c'est avant le mariage que c'est intéressant de le faire. Parce que financièrement, ça coûte moins cher avant le mariage que changer de régime matrimonial. Et puis, c'est qu'on a un vrai pouvoir, un vrai choix, sans être pollué par une situation qu'on subit déjà. Alors justement, quels peuvent être les différents régimes matrimoniaux qui existent et comment choisir le plus adapté ? Alors, le plus adapté, c'est difficile de répondre puisqu'il n'y a pas de bon ou de mauvais régime matrimonial, sans faire de mauvaises blagues, mais il y a des contrats qui sont adaptés ou qui ne le sont pas. D'accord ? Et donc, il y a une situation qu'on va subir le plus souvent, qu'on voit le plus souvent, c'est 80% des régimes matrimoniaux qui sont appliqués en France, c'est la version sans contrat. Sans contrat, c'est la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est marié, on a un pot commun qui va se créer et tous nos gains et salaires, tous nos revenus, quelle qu'en soit l'origine, vont tomber dans cette masse commune. Et puis autour de cette masse commune va graviter des biens propres qu'on va avoir avant le mariage ou qu'on va recevoir au cours de notre vie par succession, par donation. Donc ça, c'est le régime sans contrat, un peu le régime de base. Exactement. Et il y en a plein d'autres aussi. Le régime de séparation de biens, donc là, il est indispensable de faire un contrat de mariage et on va avoir une séparation hermétique entre le patrimoine des deux époux. Et puis après, il y a d'autres régimes qui vont être hybrides, une participation aux acquêts qui est fondée sur une séparation de biens avec une photographie des patrimoines initiaux et finaux, avec une récompense qui est due, compensation financière plutôt. On va aussi avoir des régimes communautaires où là, il n'y a pas de distinction d'origine des biens, une masse unique commune de l'ensemble du patrimoine, et puis après des régimes de séparation avec des sociétés d'acquêts, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment adapter le régime à son besoin, mais il faut aller voir son notaire pour lui poser ce genre de questions. Exactement, il faut avoir un régime qui est adapté à sa situation. Et c'est en échangeant avec son notaire qu'on va pouvoir déterminer quel est le régime qui nous convient aujourd'hui et puis dans les perspectives qu'on a dans notre vie. Aujourd'hui, on a peut-être un régime matrimonial qui serait adapté, mais ce régime-là, dans le temps, il sera inadapté si on veut créer sa boîte, si on veut s'installer, si on a un risque entrepreneurial, on va plutôt se diriger vers un autre type de régime. Alors justement, quelles sont les différences juridiques qui peuvent exister entre le mariage, le PACS et l'union libre? Parce qu'il y a globalement tout ça qui existe aujourd'hui, donc les différences fondamentales qu'on peut trouver. L'union libre, on part de la base, on a deux personnes qui sont totalement indépendantes. Aucun lien patrimonial, aucun lien juridique, une indépendance totale. Mais ça veut dire aussi qu'en tant qu'héritiers, ils sont tiers l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc on a une fiscalité qui est, on va dire, très élevée, puisqu'on est à 60% d'impôts à devoir payer si on récupère une partie du patrimoine de l'autre. Sachant que pour récupérer le patrimoine de l'autre, il faut qu'il y ait une action volontaire de sa part. Ça passe par un testament, puisque sinon on a le droit à rien. Le PACS, on bifurque déjà un petit peu. Cette fois-ci, on n'a pas de fiscalité entre les uns et les autres. D'accord ? En tant qu'héritier, on n'a aucune fiscalité à devoir payer. Par contre, on a le droit à rien de façon automatique. Et donc, systématiquement, il faut faire un testament pour pouvoir rendre l'autre héritier de toute une partie du patrimoine. Donc il y a vraiment une action à mener là. Exactement. Et puis enfin, on a le mariage. Le mariage, c'est des droits automatiques, une fiscalité qui est inexistante. Alors justement, on parle de fiscalité. Quel impact peut avoir la fiscalité entre les époux? Alors, entre les époux, on a une fiscalité qui va être solidaire, c'est-à-dire que l'État considère qu'un époux peut être appelé pour une dette fiscale de l'autre. Ça fait partie du régime primaire des époux. Il y a d'autres éléments qui sont importants. Les éléments fondamentaux du régime primaire, c'est notamment le fait de devoir avoir le consentement du conjoint quand on veut vendre un logement qui pourrait appartenir à l'autre, s'il constitue le logement de la famille. Et puis il y a aussi toutes les règles qui vont être la primauté du besoin du foyer. À partir du moment où l'intégralité des besoins du foyer qui sont larges, les enfants, le logement, l'éducation, la retraite, la santé, à partir du moment où on a pourvu à ces intérêts-là, quand on est sous un régime de séparation, on a le droit d'épargner chacun de son côté. Et dans un régime de communauté, le reste,
c'est la priorité, ces éléments-là, et après, la communauté peut épargner. Alors une question aussi, hein, malheureusement ça arrive, que se passe-t-il en cas de divorce? En cas de divorce, les choses elles sont écrites à l'avance. On est en communauté, on a une masse commune, cette masse commune va être divisée en deux. Chacun récupère son patrimoine propre, mais on a cette masse commune qui va être divisée en deux. Dans le cas d'une séparation, on est titulaire de son patrimoine, on reste titulaire de son patrimoine. Après, il y a des règles de compensation, des prestations compensatoires qui peuvent exister, mais sinon, on reste bien titulaire de son patrimoine. Et c'est important parce que si on se sépare, il est possible c'est important qu'on puisse rester titulaire de son outil de travail sans être entravé par son ex-conjoint. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.